trouver une véritable réhabilitation de la démocratie face à la critique platonicienne, nous allons faire un bond dans le temps et nous intéresser aux idées d'un penseur de la Renaissance que l'on n'associe pas spontanément à ce régime. Il s'agit du penseur politique florentin Niccolò Machiavelli. Le nom de Machiavel est surtout associé à son ouvrage Le Prince, dans lequel il expose les techniques pour prendre et conserver le pouvoir, en instaurant une séparation nette entre morale et politique. Pour autant, il ne faudrait pas caricaturer cet auteur, et voir en lui un défenseur cynique des formes les plus brutales de la politique. L'analyse que fait Machiavel des techniques de pouvoir ne doit pas nous conduire à nous méprendre sur ses convictions personnelles et son engagement au sein des affaires de la République de Florence. C'est d'ailleurs ce que souligne bien Spinoza dans son traité politique. Machiavel a peut-être voulu montrer combien une multitude libre doit se donner de garde de confier exclusivement son salut à un seul homme, lequel, à moins d'être plein de vanité et de se croire capable de plaire à tout le monde, doit redouter chaque jour des embûches, ce qui l'oblige de veiller sans cesse à sa propre sécurité, et d'être plus occupé à tendre des pièges à la multitude qu'à prendre soin de ses intérêts. J'incline d'autant plus à interpréter ainsi la pensée de cet habile homme qui a toujours été pour la liberté et a donné sur les moyens de la défendre des conseils très salutaires. Les historiens britanniques de l'école de Cambridge, John Pocock et Quentin Skinner, ont insisté sur la contribution de Machiavel à la pensée républicaine, notamment en ce qui concerne les conditions de préservation de la liberté politique. C'est ce qui apparaît dans ses discours sur la première décade de Tite-Live, relecture de l'histoire des institutions de la République romaine. Pour Machiavel, l'histoire des États est marquée par l'opposition entre les grands et le peuple, et par les tensions entre leurs désirs contradictoires. Si l'on considère le but des grands et du peuple, on verra dans les premiers la soif de la domination, dans le dernier, le seul désir de n'être point abaissé, et par conséquent une volonté plus ferme de vivre libre, car il peut, bien moins que les grands, espérer d'usurper le pouvoir. Si donc les plébéiens sont chargés de veiller à la sauvegarde de la liberté, il est raisonnable de penser qu'ils y verront d'un œil plus jaloux, et que ne pouvant s'emparer pour eux-mêmes de l'autorité, ils ne permettront pas que les autres l'usurpent. Tandis que les grands sont animés par le désir de domination, les gens ordinaires ont pour désir principal de n'être pas dominés, et donc de préserver leur liberté. À partir de ce constat, Machiavel reprend un argument platonicien pour en renverser la portée. Il faut toujours confier le pouvoir à ceux qui le désirent le moins, et non à ceux qui en éprouvent un désir insatiable. C'est pourquoi Machiavel voit dans le peuple un bien meilleur garant de la liberté que les grands, toujours avides d'accroître leur richesse et leur pouvoir. Il rejette en outre l'idée que le peuple sera à l'origine des troubles qui finissent par mener à la tyrannie. Selon lui, les tumultes provoqués par le peuple sont essentiellement de nature défensive. Les citoyens ordinaires se révoltent essentiellement lorsqu'ils sentent leur liberté menacée et qu'ils veulent la défendre. Pour Machiavel, les troubles au sein de l'État sont d'abord le fait des grands qui mobilisent les ressources dont ils disposent déjà pour les accroître. C'est pourquoi il est favorable à une dispersion du pouvoir plutôt qu'à sa concentration. Machiavel conteste de surcroît l'idée selon laquelle la multitude serait irrationnelle face à une supposée sagesse des élites. Il n'entend certes pas faire un tableau idyllique de l'homme du peuple. Au contraire, il dresse un portrait réaliste du genre humain, au sein duquel les vices et les vertus se trouvent également répartis quelles que soient les classes. Les défauts que l'on trouve chez les hommes du commun ne sont pas moins présents chez les grands. C'est bien pourquoi il convient de ne pas accorder trop de pouvoir à un seul ou à une poignée d'individus. Si la multitude n'est pas exempte de mouvements passionnels, sous l'empire des lois, Machiavel pense qu'elle est moins susceptible de se révolter que les grands, toujours tentés de se croire au-dessus de la loi commune. C'est en ce sens qu'il défend une forme de sagesse de la multitude. On pourrait donner deux interprétations de cette dernière idée en nous appuyant sur deux penseurs de la démocratie, Jean-Jacques Rousseau et John Stuart Mill. Jean-Jacques Rousseau est souvent considéré comme le principal théoricien de la souveraineté populaire. Il cherche à établir les conditions d'une société juste qui garantisse à tous les citoyens une égale liberté. Il s'agit pour Rousseau, dans le contrat social, de trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Une telle association doit permettre qu'aucun citoyen ne soit soumis à la volonté arbitraire d'un autre individu,
ou à une quelconque autorité particulière. Le citoyen n'est libre qu'à condition de n'obéir qu'aux lois, des lois impersonnelles et générales qui procèdent de la volonté des citoyens eux-mêmes. C'est en ce sens que le citoyen, en obéissant à la loi, expression de la volonté générale, ne fait que s'obéir à lui-même. Mais comment se forme cette volonté générale? La volonté générale est l'émanation directe du peuple souverain. La souveraineté ne peut en aucun cas être déléguée à des représentants, selon Rousseau, ce qui reviendrait pour les citoyens à aliéner leur propre liberté. C'est en ce sens qu'on considère souvent que Rousseau défend une forme de démocratie directe, rejetant catégoriquement le principe du gouvernement représentatif. Pour autant, on peut noter que Rousseau ne qualifie pas la République qu'il conçoit de démocratique. En effet, pour lui, la démocratie correspondrait à un régime dans lequel le peuple détiendrait simultanément pouvoir législatif et exécutif, ce qui serait à la fois irréaliste et dangereux. Rousseau distingue le souverain, c'est-à-dire le peuple détenteur du pouvoir législatif, du gouvernement, organe chargé de l'exécution des lois directement sous l'autorité du souverain. Ce gouvernement est pourvu d'un mandat impératif, ce qui signifie qu'il ne dispose pas d'une liberté décisionnelle. Sa fonction doit seulement consister à exécuter la volonté du peuple. La volonté générale est issue de la délibération des citoyens. Mais cette délibération se passe d'un débat entre les citoyens. En effet, la communication entre citoyens risque de favoriser la formation de groupes particuliers, aux intérêts distincts du corps politique dans son ensemble. Chaque citoyen doit se prononcer de façon indépendante sur ce qu'il juge conforme à l'intérêt général. Ce dernier n'est pas conçu comme une somme d'intérêts particuliers. Il s'agit de l'intérêt commun de l'ensemble du peuple. Évidemment, Rousseau est bien conscient que chaque citoyen, pris séparément, est susceptible de négliger l'intérêt général au profit de son intérêt particulier, ou même simplement de faire erreur sur ce qui correspond véritablement à l'intérêt général. Cependant, Rousseau considère qu'à partir d'une délibération effectuée indépendamment par un grand nombre d'individus, doit nécessairement se dégager une tendance générale. Si chaque citoyen pris individuellement peut commettre une erreur, en revanche, l'avis majoritaire doit nécessairement correspondre à ce qui est réellement bon pour l'ensemble du peuple. C'est en ce sens que Rousseau affirme que la volonté générale ne peut errer. On peut parler d'une forme de sagesse collective. Plus un collectif est important, plus on a de chances qu'un grand nombre d'individus parviennent à une même décision qui sera la décision la plus satisfaisante pour résoudre un problème donné. Dans le modèle rousseauiste de la sagesse collective, on a vu qu'il n'y avait pas à proprement parler de délibération collective, mais plutôt une multitude de délibérations individuelles qui tendent toutes vers l'intérêt de l'ensemble du corps politique. Pour Rousseau, il convient d'éviter de confronter les opinions individuelles pour éviter que le jugement des uns ne soit influencé par les autres. C'est un modèle diamétralement opposé que défend le philosophe britannique John Stuart Mill. Dans son essai De la liberté, il défend le débat comme méthode de clarification et de mise en accord des opinions. Mill considère que la liberté d'expression doit être aussi étendue que possible, de façon à ce que toutes les opinions puissent être exprimées publiquement et entendues de tous, avant d'être ensuite toutes soumises au jugement public et à la critique. La critique rationnelle, fondée sur des objections argumentées et sur le souci de chercher la vérité, permet, selon Mill, d'éliminer les opinions fausses, de corriger les opinions approximatives et de conforter les idées vraies qui ont su répondre aux objections. Pour Mill, c'est bien la recherche scientifique qui doit servir de modèle à la manière de déterminer les règles de vie communes. Toute hypothèse émise par un savant exige d'être confrontée aux faits et d'être soumise à l'examen des pairs. Le chercheur sait qu'il risque d'être contredit et de devoir réviser son jugement en cas de réfutation argumentée. Le débat, aussi bien scientifique que politique, constitue pour Mill la manière la plus sûre de parvenir à des décisions raisonnables. Contrairement à Rousseau, Mill n'est cependant pas favorable à la démocratie directe, lui préférant la démocratie représentative, qu'il soutient notamment dans son essai
les considérations sur le gouvernement représentatif. Influencé par Alexis de Tocqueville, il tient compte du risque de tyrannie de la majorité qui s'exerce lorsque les opinions sont exprimées sans filtre. Cette opération de filtrage doit être opérée par les représentants qui doivent faire remonter du terrain les opinions qui circulent dans la société. C'est au sein des assemblées représentatives que ces opinions vont pouvoir être exposées publiquement et débattues jusqu'à ce qu'on parvienne à des décisions acceptées par le plus grand nombre.